Au sommaire, nous serons avec nos FAMA à Niafunké et à Gundam. Le commandant de la zone de défense de Tombouctou s'est rendu sur les lieux pour galvaniser les troupes après les attaques des emprises FAMA de ces localités. 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques et programmes. Cadres de l'UEMOA et experts nationaux sont réunis à Bamako pour évaluer les performances du Mali au titre de l'année 2023. Malgré la crise, l'UEMOA salue les efforts du Mali. Des précisions dans ce 20h. Nous parlerons également de la dengue, cette maladie qui a affecté plus de 500 personnes au Mali depuis septembre. Les autorités sanitaires rencontrent les journalistes afin de relayer la bonne information auprès des populations. Enfin, foot féminin CAN Maroc 2024, les Aigles Dames affronteront le Sili national demain jeudi pour le dernier tour qualificatif. Ce sera au stade du 26 mars. Merci de choisir ORTM1 pour vous informer. Bienvenue dans la grande édition. Nous sommes mercredi. Le Conseil des ministres s'est tenu au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambélé pour la lecture du communiqué. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Mariam Kone. Et c'est à vous. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous ouvrons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Réforme de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le présent projet de loi est initié en application des articles 121 de la Constitution et 13 de la Charte de la transition. Il vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi durant la période comprise entre la clôture et la session ordinaire du Conseil national de transition, ouverte le 2 octobre 2023 et l'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril 2024. Le projet de loi adopté habilite le gouvernement à adopter des mesures nécessaires pour la réalisation de son programme dans les domaines suivants: la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les statuts du personnel, les traités et accords internationaux. Sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de l'Observatoire des transports. L'Observatoire des transports a été créé par ordonnance numéro 99-041 PRM du 29 septembre 1999 avec pour mission de suivre les activités du secteur des transports et de fournir au pouvoir public et aux professionnels toute information utile. Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont fixées par le décret numéro 03 PRM du 12 janvier 2000. Le décret numéro 04 PRM du 12 janvier 2000 détermine le cadre organique de l'Observatoire des transports. Après plusieurs années de mise en œuvre, la structure connaît des dysfonctionnements dus principalement à la non prise en compte de certains corps dans le cadre organique en vigueur. Le projet de décret adopté vise à corriger cette situation et à doter pour les 5 prochaines années l'Observatoire des transports en personnel nécessaire pour l'exécution de ses missions. B. Un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère des Transports et des infrastructures. Les directions des finances et du matériel ont été créées par ordonnance numéro 09-010 PRM du 4 mars 2009 avec pour mission d'élaborer au niveau d'un département ou d'un groupe de départements ministériels les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. Le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de l'équipement et du désenclavement est fixé par le décret numéro 2017-0937 PRM du 27 novembre 2017. Au regard de la non-conformité du cadre organique actuel avec la configuration du département, qui est issue de la fusion du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine et du ministère de l'Équipement et du désenclavement, il est apparu nécessaire de procéder à la relecture en vue de l'adapter à l'environnement institutionnel. Le projet de décret est adopté dans ce cadre. Il permettra de doter pour les 5 prochaines années
la direction en personnel nécessaire pour l'exécution de ces missions. Et sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Ménaka et environ. La ville de Ménaka couvre une superficie de 95 000 hectares avec une population estimée à 13 647 habitants selon le recensement général de la population et de l'habitat 2022. L'expansion de la ville de Ménaka, son élection en capitale régionale et l'ampleur des activités qui y sont menées ont rendu nécessaire la révision du schéma directeur d'urbanisme approuvé en 2004. Cette révision permettra de prendre en compte les évolutions, mais également son développement harmonieux à court, moyen et long terme. Le schéma directeur de l'urbanisme fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement de la ville de Ménaka et environ et définit les principes d'organisation de l'agglomération en matière d'habitat, d'activités, de voirie et de réseaux divers, de grands équipements, y compris le traitement des problèmes environnementaux. L'adoption du présent schéma permet de doter la ville de Ménaka et environ d'instruments de planification et de gestion de son développement pour les 20 prochaines années. B. Un projet de décret portant affectation au ministère de la Sécurité et de la Protection civile de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro 239 206 du cercle de Katissis à Tabakoro. La parcelle de terrain d'une superficie de 16 ar 0 centières est destinée à la construction d'un commissariat de police en vue d'apporter une meilleure réponse à l'aspiration sécuritaire des populations de Tabakoro et environ. Au chapitre des communications, le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres de l'organisation du Forum international sur la prévention routière. Le Mali assure présentement la présidence de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. À ce titre, il assume la responsabilité d'entreprendre et de valider toutes les initiatives de promotion de la sécurité routière dans l'espace communautaire. Face à la fréquence et à la gravité des accidents de la circulation routière dans notre pays, la sous-région et sur le continent, le ministère des Transports et des Infrastructures organise un forum international sur la prévention routière. Ce sera les 7 et 8 décembre 2023 sur le thème « La sécurité routière, un défi transfrontalier ». L'objectif de ce forum est d'offrir un cadre d'échange sur les meilleures pratiques internationales de prévention des risques d'accidents de la route afin de renforcer la sécurité routière. L'accroissement spectaculaire de la population, de la motorisation, la forte croissance démographique et l'urbanisation galopante sont entre autres facteurs qui contribuent à la multiplication des risques liés à l'usage de la route, du fait notamment de l'utilisation massive des engins motorisés à 2 ou 3 roues. Les victimes de la route se trouvent principalement dans la tranche d'âge de 18 à 35 ans et dans la catégorie des usagers de la route les plus vulnérables qui sont les piétons, les personnes âgées, les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Les statistiques annuelles moyennes d'accidents de la route des 5 dernières années révèlent qu'une personne est tuée toutes les 14 heures. Les facteurs d'accident de la circulation routière sont répartis comme suit. Le facteur humain, 42%, les défaillances techniques du véhicule, 10%, les infrastructures routières et leur environnement, 8%. En réponse à la tragédie des accidents de la route, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2030, dont la mise en œuvre doit aboutir à une réduction considérable du nombre de tués imputables aux accidents de la route. Le Forum international sur la prévention routière offre l'opportunité de réunir les experts nationaux, sous-régionaux, africains et internationaux pour échanger sur les piliers de la stratégie nationale de sécurité routière. La cérémonie d'ouverture du forum aura lieu le jeudi 7 décembre 2023 et ce sera sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Du déraillement du train numéro 15. Le 24 novembre 2023 à 23h50, le train numéro 15 en provenance de Caille et à destination de Bamako a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Maïna. Le train était composé de la locomotive CC 2207 qui conduisait 15 wagons, dont la locomotive CC 22
05 et avait à son bord 410 passagers et 38 membres de l'équipage. L'accident n'a pas occasionné de morts ni de blessés parmi les passagers. Cependant, le conducteur à bord de la locomotive CC 2205 et l'électricien de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali ont été légèrement blessés. Des dégâts importants sont signalés sur le matériel roulant et la voie ferrée a été endommagée sur près de 100 mètres linéaires. Les dispositions ont été immédiatement prises par la Société de patrimoine ferroviaire du Mali en rapport avec les forces de défense et de sécurité et les autorités de la région des Cayes pour sécuriser les lieux et porter assistance aux passagers et à l'équipage du train. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 5e session de la conférence des ministres du Travail de l'Organisation de la coopération islamique tenue à Bakou en Azerbaïdjan. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a participé à la 5e session de la conférence des ministres du Travail de l'Organisation de coopération islamique du 21 au 23 novembre 2023. Le thème central de cette conférence était solutions innovantes et numérisation des services de travail et d'emploi dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. 43 pays ont participé à cette session. Cette réunion a concerné les hauts fonctionnaires des États membres et les représentants du secrétariat général de l'organisation, du Centre de recherche statistique, économique et sociale et de formation pour les pays islamiques, du Centre islamique pour le développement du commerce, de l'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques, du Forum de la jeunesse, de la coopération islamique, du Bureau exécutif des conseils des ministres du travail et des affaires sociales et de l'Organisation internationale du travail. À l'issue de la réunion, les hauts fonctionnaires ont adopté plusieurs recommandations, notamment celles relatives à l'examen des candidatures des pays au Conseil exécutif du Centre du travail, l'examen des dossiers des candidats au poste de directeur général du Centre du travail de l'OCI, l'examen du budget du secrétariat général du Centre du travail de l'OCI 2023-2026. La réunion a invité les États membres à diligenter la ratification des statuts du Centre afin d'apporter des contributions régulières au budget administratif et opérationnel du Centre. Le taux des cotisations régulières sera défini par le Conseil exécutif et ce sera lors d'une session budgétaire. Elle a également appelé les États à faire des contributions volontaires. La conférence des ministres du Travail a été marquée par les interventions des différentes délégations dont beaucoup ont dénoncé l'agression de la Palestine avec des crimes contre l'humanité. Dans son intervention, le ministre du Travail a rappelé les progrès enregistrés en matière de travail, d'emploi et de protection sociale, notamment la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance avec les partenaires sociaux le 25 août 2023. Par ailleurs, les ministres du Travail du Burkina Faso et du Mali ont rappelé la situation du Sahel qui fait face à une agression des terroristes sponsorisés par certaines puissances étrangères. Ils ont appelé les États membres de l'Organisation de la coopération islamique à une solidarité en faveur de l'Alliance des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Prenant en compte la teneur des discours des deux pays, la réunion des ministres a décidé d'inclure dans sa résolution finale sa solidarité pour les États du Sahel, en plus de la Palestine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la constitution citoyenne, a informé le Conseil des ministres de l'organisation des États généraux de la jeunesse. Les États généraux de la jeunesse visent à créer un espace d'échange et de réflexion en vue d'amener les jeunes et les acteurs du secteur à contribuer à la formulation des réponses adéquates aux défis auxquels la couche jeune est confrontée afin de lui permettre de participer de façon entière et effective au développement socio-économique, culturel et environnemental du pays. Les concertations locales et régionales des États généraux s'y tiendront dans chaque commune le 1er décembre et au niveau régional le 5 décembre 2023 dans une démarche participative et inclusive. Les ateliers de validation s'y tiendront le 21 décembre et la remise des conclusions
au président de la transition, chef de l'État. Ça se fera le 22 décembre 2023. Ces concertations mobiliseront toutes les parties prenantes, les jeunes, les autorités administratives, politiques, coutumières, les organisations de la société civile. Aussi, il est à noter que les jeunes établis à l'extérieur organiseront leurs concertations pour la prise en charge de leurs préoccupations. Les thématiques suivantes seront abordées au cours des États généraux de la jeunesse, jeunesse, gouvernance, réforme politique et institutionnelle, jeunesse, sécurité, paix, réconciliation et cohésion sociale, jeunesse, croissance économique et développement durable, jeunesse, capital humain, genre et inclusion sociale, jeunesse, sport, culture, art et constitution citoyenne, jeunesse, vie associative et participation au public. Les conclusions et recommandations issues de ces états généraux constitueront, en plus de la politique nationale de la jeunesse, la feuille de route de toutes les actions en faveur de la jeunesse. La cérémonie de clôture de la phase nationale sera présidée par le président de la transition, chef de l'État, et ce sera le 22 décembre 2023. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Le Burkina Faso abritera du 4 au 12 décembre 2023 la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Office commun d'application du traité qu'est l'accord de Bangui, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle regroupe à ce jour 17 États membres. Et cette 63e session sera l'occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali de faire avancer les dossiers en instruction concernant le Bogolan du Mali et le Selgem de Taoudéni qui vont être érigés en indication géographique. La session s'est déroulée en 2 étapes, à savoir la réunion de la commission des experts constituée de 2 représentants par État membre et la réunion des administrateurs qui regroupent l'ensemble des ministres en charge de l'industrie des États membres. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette session porteront sur l'examen et l'adoption des rapports d'activité du directeur général ainsi que les questions d'ordre technique et financière. La session sera clôturée par la distinction des 3 meilleures structures nationales de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle dans ces 17 États membres. Pour rappel, le Mali, à travers le Centre malien de promotion de la propriété intellectuelle, a été distingué donc premier parmi ses pairs. C'était lors de la 62e session ordinaire qui s'était tenue à Douala, au Cameroun. Cette distinction était la 5e du genre pour notre pays. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a informé le Conseil des ministres du lancement de la campagne de vaccination du cheptel. L'élevage occupe une place importante dans le développement économique et social du Mali. En effet, il contribue pour environ 12% du produit intérieur brut, 25 à 30% de la production du secteur rural et procure au pays 15% de ses recettes d'exportation. Le cheptel est le 3e produit d'exportation après le coton et l'or. Cependant, le cheptel malien est confronté à des contraintes sanitaires. C'est ainsi que des campagnes de vaccination visant le contrôle et l'éradication des maladies animales sont organisées tous les ans. Pour la campagne de vaccination 2023-2024, l'objectif est de vacciner 76 636 645 têtes d'animaux et de volailles, toutes espèces confondues. La vaccination vise principalement les maladies prioritaires du réseau de surveillance épidémiologique créé par l'arrêté numéro 2020-0202 PEP-CSG du 6 février 2020. Le lancement officiel de la campagne de vaccination vise principalement à mobiliser tous les acteurs afin de réduire l'incidence de ces maladies par une augmentation du taux de couverture vaccinale et d'assurer une surveillance épidémiologique efficace. Au niveau national, le lancement est placé sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, et dans les régions, sous la présidence des gouverneurs. Cette année, elle sera lancée à Cathédrale, dans la commune de Kambila, cercle de Kati, le dimanche 17 décembre à partir de 10h. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques
et institutionnelle, a informé le Conseil des ministres de la tenue d'ateliers sur le thème La 4e République, rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Ce sera à Bamako, ici, dans certaines capitales régionales, à compter du 7 décembre 2023. Conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, une nouvelle constitution a été adoptée par référendum le 18 juin 2023 et promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition au chef de l'État. Les Maliens ont fait ainsi le choix du renouvellement du système de gouvernance globale, et cela dans le but de créer les conditions de renforcement de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme. La Constitution traite d'un ensemble d'acteurs sociopolitiques et institutionnels auxquels de nouveaux rôles et responsabilités ont été assignés. Ils s'ajoutent à d'autres qui sont maintenus ou renforcés par endroits. Au regard des enjeux et défis de la 4e République, il paraît nécessaire de préparer et mobiliser l'ensemble de ces acteurs dans le but de créer la synergie nécessaire à l'atteinte des objectifs de refondation de notre pays. Cet atelier sera l'occasion d'identifier les outils et moyens juridiques que la Constitution met à la disposition des citoyens et acteurs pour contribuer à créer les conditions de l'avènement d'une gouvernance vertueuse pour la stabilisation et le développement harmonieux de notre pays. Il s'agit aussi pour le cabinet du ministre délégué de contribuer à la promotion et à la concrétisation de l'esprit de la réforme institutionnelle, avec en plus des représentants du triumvirat, ministre d'État, ministre d'administration territoriale et de la décentralisation, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, ceux de la justice, de la culture, de la jeunesse et des femmes. Les thèmes retenus traitent de le Malien au cœur de la 4e République, citoyenneté et valeurs, la gouvernance politique, institutionnelle et électorale, la gouvernance administrative et territoriale, la lutte contre la corruption, la défense nationale, civile et militaire. Les différentes présentations s'appuieront sur les triptyques de la vision déclinée par le président de la transition, chef de l'État, à savoir les 3 principes constitutionnalisés qui guident l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple et la défense des intérêts, les 3D, défense, diplomatie et développement. Les ateliers se tiendront ici à Bamako et dans la région de Kay, Mopti et Kidal. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente, par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. À vous, Mariam Koné. Bonne suite du journal. Merci beaucoup Ibrahima Djamolé et restez avec nous pour suivre cette série d'audiences. Hier, à la primature, le chef du gouvernement a successivement reçu le magistrat écrivain Modibo Diabaté et l'artiste Gaoussou Keïta. Dr Shogel Kokalamaïga a échangé aussi avec l'organisation des femmes entrepreneurs évoluant dans le secteur de l'artisanat. Enfin, le Premier ministre s'est entretenu avec les responsables de la Chambre de commerce américaine au Mali, une structure commerciale récemment créée pour faciliter les échanges commerciaux entre le Mali et les États-Unis. Le point des audiences avec Aridjou Matina. Le siège de la Chambre de commerce américano-malien a été inauguré à Bamako le 16 novembre dernier et est désormais opérationnel. La création de cette chambre vise à favoriser davantage les relations commerciales entre le Mali et les États-Unis. Les responsables de la Chambre américano-malienne ont tenu à informer le chef du gouvernement sur l'importance de la structure commerciale. C'est une chambre américano-malienne dans le but de favoriser les relations commerciales et les échanges entre les États-Unis d'Amérique et le Mali. Vous savez, les deux pays
depuis plusieurs décennies partagent de très bonnes relations. Et donc il était évident, il était vraiment nécessaire de créer cette chambre. Les femmes entrepreneurs œuvrant dans le domaine de l'artisanat, à savoir le bureau des femmes artisanes du district de Bamako et le forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence, sont aussi reçues par le Premier ministre. Ces femmes qui travaillent dans plusieurs corps de métiers de l'artisanat se trouvent confrontées à un certain nombre de problèmes et sollicitent l'accompagnement du chef du gouvernement. Nous avons des problèmes de marché. On a des problèmes au niveau de nos entreprises parce que beaucoup parmi nous ici sont promoteurs aussi de centres de formation. Et ces centres de formation, au niveau de Bamako et dans d'autres villes du pays, nous sommes en train de faire la promotion de la formation dans les métiers. On ne veut pas seulement former. À ce stade, on voudrait vraiment faire formation et l'insertion. Faites-moi un courrier dans lequel vous soulevez tous ces problèmes un à un, avec des exemples. Quand ce courrier va venir, au lieu que ça reste à la primature, on va regarder, on va l'imputer par chaque ministre, suivant la spécialité. Et le ministre va vous appeler pour que vous discutiez avec lui. Qu'est-ce que l'État peut faire et qu'est-ce que l'État ne peut pas faire. Autre audience à la primature, la réception du magistrat écrivain Modibo Diabaté. L'auteur du livre Conan, l'ultime bataille pour la liberté, était venu présenter son ouvrage au Premier ministre. Dans cet ouvrage-là, nous magnifions notre armée et en même temps, nous cultivons les vertus, les valeurs qu'incarne cette armée-là, qui sont des valeurs de patriotisme, de courage, de don de soi. Cette série d'audiences a été bouclée par la réception de Gaussou Keïta. J'ai choisi le PM parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, d'ailleurs, à travers sa pensée, à travers sa façon de faire, à travers sa façon de gérer notre pays. Et j'appelle ce trophée de mérite. Suis-je le seul combattant ou le seul sujet? Non, nous sommes nombreux comme des maniants. Nous bâtirons ce Mali dans le sang de l'ennemi, nous bâtirons ce Mali durant toute notre vie. Direction Niafunké et Gundam. Après les attaques des emprises des FAMA de ces localités, le commandant de la zone de défense de Tombouctou s'est rendu sur les lieux. Il s'agissait pour lui de remonter le moral de la troupe et leur apporter le soutien logistique. Les commentaires de Idrissa Goulou Sissoko. Après les attaques simultanées des positions FAMA à Niafunké et Gundam le vendredi 25 novembre dernier, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko s'est rendu dans les deux localités. Objectif, s'enquérir du moral des hommes, présenter les condoléances de la hiérarchie militaire et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Les attaques ont été complexes. Si à Gundam c'était des tirs de roquettes, à Niafunké, les forces du mal ont utilisé un véhicule piégé. Toutes les attaques ont été repoussées avec vigueur par nos vaillants soldats. Les éléments des deux emprises se sont réjouis de cette visite de la hiérarchie. C'est une marque de confiance et de considération de la haute hiérarchie à notre égard, de rester toujours serein, de montrer la bravoure qu'ils ont montré l'autre jour encore plus, et d'en tirer leçon, d'essayer de corriger les erreurs passées, donc d'essayer d'améliorer toujours leur posture. Vraiment, on est très content de la visite des plus hautes autorités militaires, en commençant d'abord par le commandant du secteur 3 dans notre zone de compétence à Gundam. Vraiment, non seulement on a reçu des conseils qu'il nous a prédiqués, mais aussi on est très heureux de lui voir parmi nous. Et ça nous conforte de plus davantage le moral. Les échanges avec les cadres et hommes de troupes ont permis de mener des réflexions en vue d'améliorer l'outil de défense. On a mené des réflexions au-delà de toute émotion. On a discuté des leçons apprises au cours de cette attaque et ces leçons vont servir à l'ensemble des postes du secteur 3, mais aussi aux autres postes FAMA qui sont actuellement sur place. Donc c'est des leçons sur lesquelles on va se baser pour encore renforcer davantage notre outil de défense. Il faut poursuivre, il n'y a pas d'autre solution, il faut faire face à l'ennemi, il faut en découdre. Il faut aller chercher l'ennemi, il faut poursuivre avec la dynamique. Et c'est à ce seul prix qu'on pourra débarrasser le Mali des terroristes et surtout de l'idéologie du terrorisme. Et cela va beaucoup apaiser nos populations et permettre la reprise des activités socio-économiques
dans la région. Au-delà du soutien moral, du soutien logistique a été remis aux deux emprises pour leur permettre de se défendre au cours de leur mission. Actualité à Bamako, 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques au programme. Les cadres de l'UEMOA et les experts nationaux tiennent la phase technique de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires mis en œuvre dans notre pays. C'est pour dégager les performances du Mali au titre de l'année 2023. Plus de détails avec Khadija Toukone et Tchedje Kamara. Cette 9e revue est consacrée à l'évaluation des réformes et politiques ainsi que des projets et programmes afin de faire ressortir les performances réalisées par le Mali. La rencontre regroupe des experts nationaux et de l'UEMOA. Dans la dynamique de consolidation des acquis, d'une part, et du maintien du niveau d'engagement actuel des États membres, d'autre part, l'exercice de la revue dont la phase technique démarre aujourd'hui au Mali témoigne de la volonté des autorités des instances décisionnelles de l'Union pour le respect des instructions des conférences des chefs d'État à cet effet. Le représentant de l'UEMOA salue le leadership des autorités maliennes dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires malgré la crise que le pays traverse. Votre présence témoigne de l'engagement du pays à faire de l'intégration un moteur de croissance économique et durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Union. Lors de la dernière revue technique qui a été faite autour du Mali, le taux d'application des réformes était de 86,41 et l'indice de performance à 60%, donc fortement supérieur à la moyenne régionale. Le représentant du ministère de l'Économie et des Finances, lui, invite les parties prenantes à accorder une importance particulière à cette rencontre en apportant des éléments de réponse qui seront éventuellement sollicités par la commission de l'UEMOA afin qu'au terme de la revue, les résultats soient consensuels. Il n'est plus à prouver que dans un environnement mondial en perpétuelle mutation, les réformes constituent à la fois une réponse pertinente et un levier privilégié pour s'adapter aux nouvelles situations et pour relever les nouveaux défis. Ainsi, les points focaux et experts nationaux sont suffisamment outillés pour pouvoir apporter des réponses précises et pointues à la délégation de la Commission. Les conclusions de cette 9e revue annuelle de l'UEMOA seront sanctionnées par un mémorandum. Le document sera examiné par les ministres en charge de l'économie et des finances de l'Union avant d'être soumis un peu plus tard aux chefs d'État et de gouvernement. 68e session ordinaire du Conseil d'administration de l'aéroport du Mali. Au menu, l'examen des recommandations de la session précédente, l'adoption du projet de programme d'activité 2024. Ce programme sera surtout axé sur des actions qui permettent de rehausser le niveau de qualité du service offert aux usagers. Fousseni Tunkara nous en dit plus. Colonel Lassina Togola, un directeur visiblement satisfait des résultats obtenus courant 2023 par sa structure. Il s'exprime à l'occasion de la 68e session ordinaire du Conseil d'administration des aéroports du Mali. Le budget 2023 que nous avions adopté a été réalisé à hauteur de souhait. Que nous avons noté au 30 septembre 2023 une augmentation substantielle des mouvements d'avions de l'ordre de 7,95% et des passagers qui est de 16,98%. Cela a permis de réaliser les produits à hauteur de 81% par rapport à la prévision budgétaire, soit 8 434 819 980 francs CFA. L'aéroport international président Modibo Keïta Sénou a été certifié à nouveau conformément aux normes de l'OACI pour 3 ans au terme d'une mission d'inspection de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, qui a touché tous les aspects de la sécurité de l'aérodrome. Le certificat de conformité environnementale a été aussi obtenu le 2 mai 2023. Pour maintenir cette dynamique, le colonel Togola et son équipe misent sur les perspectives d'évolution du trafic en général, des perspectives susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs de l'année à venir. L'objectif que nous nous fixons pour 2024, rehausser le niveau de la qualité du service offert aux usagers, augmenter les ressources extra-aéronautiques, renforcer le niveau de sûreté et de sécurité dans les aéroports. Une minute de silence a été observée en hommage aux femmes tombées au front et à Kadiatou Tolo, agent de renseignement décédé récemment.
Autre conseil d'administration, celle de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM. Les travaux ont porté sur l'examen et l'adoption du programme d'activité au titre de l'année 2024 et sur le projet de budget de 2024. Un budget conséquent qui prend en compte l'ensemble des actions prioritaires qui permettront à la CANAM de consolider sa capacité financière. Aridjou Matina. S'occupant de la gestion du régime d'assurance maladie obligatoire, la Caisse nationale d'assurance maladie tient la 27e session ordinaire de son conseil d'administration. Le programme d'activité de la CANAM pour 2024 s'articule autour de plusieurs axes majeurs. Ces axes stratégiques sont accompagnés d'objectifs opérationnels, à savoir la mobilisation des financements et la durabilité du RAMI, la maîtrise des prestations et la qualité des services de santé. Par rapport à l'exercice 2024, le projet de budget englobe toutes les sources de financement. Il se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 113 milliards 891 millions 171 521 francs CFA contre 99 milliards 267 millions 19 682 francs CFA en 2023. Soit un accroissement de 14,73%. Le projet de budget prend en considération l'ensemble des actions prioritaires qui permettront à la CANAM de renforcer sa capacité financière en partenariat avec les organismes gestionnaires délégués. Après ce vaste projet, vaste et difficile projet de la certification ISO 9001 que la CANAM a eu à réaliser cette année et dont la finalité de ce projet c'est la satisfaction de tous nos assurés. Cette année, on va surtout s'appesantir sur le renforcement des capacités du personnel et surtout, essentiellement, on va travailler sur l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. La CANAM, lors de cette 27e session de son conseil d'administration, rassure de préserver les grands équilibres du régime de l'assurance maladie et aussi de garantir l'amélioration de l'accessibilité des soins de qualité au profit de ses assurés sociaux. Le comité national de pilotage du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a tenu également sa 4e session ordinaire. Les membres du comité ont analysé les rapports financiers et d'activité, aussi le plan de travail et budget annuel de 2024. À la date du 31 octobre 2023, le taux de décaissement global du projet est de 45%. Daouda Kone. Le taux de décaissement du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a connu une nette amélioration par rapport aux exercices précédents selon le dernier rapport. Le montant décaissé a atteint un peu plus d'1,809 milliard de francs CFA. Nous avons réalisé 2 sites à Caille et à Nioro du Sahel. Nous avons fini les études d'aménagement pour 23 sites qui doivent être exécutés courant 2023. Nous avons installé 22 coopératives sur un total de 25 coopératives. Les membres du comité national de pilotage de ce projet auront à analyser et approuver les rapports financiers et d'activité. Ils vont également examiner et approuver le plan de travail et budget annuel de 2024. Je vais encore une fois remercier l'engagement des institutions de tutelle de la coordination du projet pour assurer le respect et l'efficacité des procédures et les résultats attendus. Et je remercie d'avance tous les membres du comité de pilotage pour les soutiens et les suggestions que pourront nous indiquer pendant cette session de travail. Au regard de l'importance de la présente session, je vous invite à un examen minutieux des documents soumis à votre approbation et de formuler des recommandations pertinentes, appropriées pour améliorer la qualité des interventions du projet. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement, qui tend vers la fin, a bénéficié d'une prolongation de 18 mois à la faveur d'une mission de revue à mi-parcours validée lors de la tenue de la 3e session. Les membres du comité de pilotage du projet Suède se sont réunis à Bamako à l'occasion de la 8e session du comité national. Les travaux ont porté notamment sur l'examen et l'adoption du bilan de mise en œuvre du PTBA 2022 ainsi que la validation du programme d'activité et du budget annuel 2023. Compte rendu Maïmouna Guindo. Lancé en décembre 2015,
Le projet pour l'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel est dans sa 3e phase de mise en œuvre au Mali. L'équipe est résolument engagée dans cette phase à maintenir les acquis et à intensifier les investissements pour le bien-être des populations. Il ressort d'abord du point de vue du bilan de mise en œuvre de l'année 2023 que nous avons atteint un niveau d'exécution de 80% des activités et du budget et qui va atteindre 93% au 31 décembre 2023. Donc pour dire que là, on a un niveau d'exécution très satisfaisant et avec des résultats très satisfaisants autour des questions de scolarisation des filles, d'opportunités économiques pour les filles et les femmes. L'année 2023, qui est la 3e année consécutive de mise en œuvre de cette phase additionnelle, a été marquée par la rupture du financement de l'Agence française de développement. Cette situation s'est soldée par un manque à gagner pour le Suède d'un montant de 3 813 581 752 francs CFA. Ce manque a des répercussions sur nos ambitions initiales de programmation et de mise en œuvre des activités. La Banque mondiale et le gouvernement du Mali ont décidé de proroger le projet en allouant un financement additionnel sur la période de 2021-2024 pour un montant de 60 millions de dollars US, dont 50% de dons et 50% de prêts. Le plan de travail validé au cours de la session du comité indique que des domaines d'activité seront développés jusqu'au terme du projet, parmi lesquels la communication pour faire connaître davantage le projet. Parlons à présent de l'épidémie de dengue. Cette maladie réapparue au Mali en septembre dernier et qui a affecté plus de 500 personnes. Les infectiologues étaient face aux journalistes ce mercredi à travers une conférence de presse. Les autorités sanitaires comptent sur les hommes et femmes des médias pour mieux informer la population. Le point avec Koumba Sissé. Il y a environ 3 mois que la dengue est de retour au Mali, une maladie différente du paludisme mais qui présente presque les mêmes signes cliniques que ce dernier. Elle est transmise à l'homme par la piqûre du moustique Aedes et se manifeste par le manque d'appétit, la fièvre, les douleurs musculaires, les maux de tête, entre autres. Vu l'ampleur que prend l'épidémie, le ministère en charge de la Santé a jugé nécessaire d'attirer l'attention des journalistes sur le nombre de cas enregistrés. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 cas positifs enregistrés par le service de santé. Et parmi ces cas, nous avons aussi un certain nombre de malades qui sont décédés. Aujourd'hui, les tests continuent pour certains qui sont décédés, mais les chiffres vont évoluer certainement dans les jours à venir parce qu'il y a d'autres malades qui sont arrivés. Donc c'est des situations très déplaisantes pour nos services et c'est pourquoi l'importance de ces sessions de communication pour que vous puissiez les diffuser à large échelle pour que l'individu lambda puisse se protéger contre cette maladie. La prise en charge est faite de 2 manières, soit à l'hôpital ou à domicile. Pour les cas légers qui ne nécessitent pas une observation, vous devez vous rendre à la maison et vous mettre sous moustiquaire pendant au moins 1 semaine pour éviter que les moustiques ne transportent le virus chez vous et les transmettent à votre entourage. Pour les cas qui sont graves, on les met à l'hôpital, les surveiller et lutter contre les complications. Chacun a son vaccin à domicile. C'est de rendre votre cour propre. Portez des habits longs, marche longue contre les moustiques. Le deuxième moustiquaire, c'est quoi? Il y a des produits répulsifs qu'on vend à la pharmacie. Vous pouvez, s'il y a trop de moustiques dans la zone où vous êtes, pulvériser ça sur les parties qui ne sont pas couvertes par les habits. Dans le traitement de la dengue, l'automédication est formellement interdite, car selon les infectiologues, la prise de certains médicaments peut mettre la personne malade dans un état critique. Attention aux moustiques. Et sur un autre plan tenu d'un cadre de concertation entre le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et les associations et confessions religieuses. L'objectif est d'échanger sur la mise en place d'une structure représentative au Conseil national des autorités religieuses et traditionnelles. Ibrahim Kaoukounate et Yacouba Kone.
Cette rencontre, troisième du genre, est un cadre de dialogue et d'échange entre les leaders religieux, initié par le département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, en vue de mettre en place une structure religieuse et cultuelle. C'est la mise en place d'une structure religieuse et cultuelle qui puisse fusionner dans les jours à venir avec le Haut Conseil de légitimité traditionnelle pour la mise en place du Conseil national des autorités traditionnelles et coutumières. Pendant 2 jours, les participants vont se pencher sur les différentes thématiques, notamment la liberté religieuse, prêche et pèlerinage. Il y a des thématiques qui sont extrêmement importantes et qui seront abordées dans ce cadre-là. Et malgré leur caractère sensible, c'est des échanges mûris, réfléchis, sans passion, qui nous permettront d'arriver à contourner certaines difficultés. C'est l'occasion pour nous de renforcer davantage les liens de fraternité qui existent entre nous. Et l'Église catholique, dans ce sens, nous invite à contribuer au vivre ensemble à la cohésion sociale. La cohabitation pacifique est gage de paix et stabilité sociale. Les églises, les musulmans, toute confession, toute croyance ne peut être en paix que si le pays est en paix, que si les dirigeants sont en paix. C'est pourquoi c'est important de prier pour la paix du pays, pour la paix des dirigeants. Et nous le faisons régulièrement. Ce cadre de rencontre permettra aux participants de mieux s'imprégner du rôle des religieux et cultuels dans la recherche de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale. En troisième région, des producteurs de 10 communes des cercles de Sikasso, Kadjolo et Bougouni étaient jeudi dernier à Kourala. C'est à la faveur d'une journée porte ouverte organisée par l'ONG Ahmed. L'objectif est de promouvoir les technologies agricoles intelligentes adaptées au climat. Moustapha Doumbia, Suleiman Bamba. La visite des parcelles d'adoption de soja et de maïs est l'une des principales activités de cette journée porte ouverte organisée en Gourala par l'ONG Ahmed, association malienne d'éveil au développement durable. La journée est axée sur des technologies agricoles intelligentes adaptées au climat promues par les projets CESAT dans les régions de Sikasso et Ségou. CESAT est financé par l'ambassade de la Norvège. Il est mis en œuvre par l'Institut international de l'agriculture tropicale et ses partenaires, dont l'ONG Ahmed. Cette journée porte ouverte est faite pour amener les producteurs, les chercheurs et les agents des ONG et des services techniques à partager leurs expériences et leurs connaissances autour de ces technologies intelligentes agricoles face au changement climatique. Nous allons toujours continuer à appuyer nos producteurs au niveau des plateformes. La journée porte aussi sur l'exposition des variétés innovantes de mil, de niébé, d'arachide, de maïs, entre autres. Les produits transformés à base de ces variétés sont présentés aux visiteurs. Des visiteurs venus des 10 communes d'intervention du projet dans les cercles de Sikasso, Bougouni et Kadjolo. J'ai vraiment apprécié les nouvelles variétés de maïs proposées par les projets. Pour le soja, j'ai compris que la technique de conservation du projet permet d'éviter les moisissures. C'est différent de ce qu'on faisait avant. Les interventions de l'ONG Ahmed ont été saluées et encouragées par les autorités administratives et politiques d'Ngourala. Dans le cadre de son programme Femmes, Paix et Gouvernance, l'ONG GREFA a initié une rencontre d'échange avec les femmes leaders dans la région de Gao. Objectif, impliquer davantage les femmes dans les différents processus de recherche et de consolidation de la paix. Rakia Toutouri. Cette rencontre en faveur des femmes de la région de Gao s'inscrit dans le cadre du projet Femmes, Paix et Gouvernance, un programme de l'ONG GREFA en partenariat avec l'aide de l'Église norvégienne. Ce projet a renforcé les capacités des acteurs dans sa zone d'intervention, à savoir les communes d'Anchawadi, Soni Alibert, Intilit dans le cercle de Gao, sur les thématiques telles que la gestion non violente des conflits, la sensibilité liée au genre, le leadership, la prise de décision participative. Quand l'AN est venue en 2006 à Gao, il y avait rarement des femmes qui sont à la mairie. Et il y avait rarement des femmes qui sont à l'Assemblée. On a pu accroître ce taux et on va continuer à rehausser la participation des femmes à la vie publique. Il faut que les femmes soient responsabilisées à tous les niveaux, puisque les femmes sont les premières victimes des crises. C'est un droit
pour les femmes d'être les représentants des structures de gestion de paix. J'exhorte les uns et les autres à plus d'engagement dans la mise en œuvre des résolutions et lois impliquant les femmes et les jeunes femmes dans les mécanismes de paix, afin qu'ensemble, nous puissions parvenir au maintien d'une paix durable dans la région de Gao et dans tout le Mali. La thématique de l'activité est impliquer et responsabiliser les femmes et les jeunes femmes dans les structures de paix est un droit. Région de Caille, précisément à Sadjola, pour ma famille, je conduis prudemment. C'est le slogan de la campagne Drive Safe de la CEMOS SA qui va durer 6 mois. Cette initiative vise notamment à assurer plus de sécurité dans les espaces de travail. On en sait plus avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Pour ma famille, je conduis prudemment. Oui! Plus qu'un simple slogan, les travailleurs de la CEMOS SA s'engagent désormais à conduire prudemment pour le bonheur de leur famille. Un engagement matérialisé à travers des signatures à la faveur du lancement simultané des campagnes Drive Safe qui veut dire conduite saine et Safety Reset qui veut dire relance de la sécurité au travail. Nous nous engageons à respecter les consignes de sécurité pendant la durée de la campagne, même après la campagne. De telles initiatives nous permettra de quitter l'environnement de travail aussi sain et sauf. Les initiatives des directions du groupe Allied Gold Corporation et de la CEMOS SA visent à assurer plus de sécurité dans les espaces de travail, surtout en ce qui concerne la conduite de véhicules dans l'ensemble de leurs exploitations et explorations minières. C'est très important pour moi que chaque travailleur retourne à la maison dans la bonne santé. Ça peut avoir le bon temps avec la famille, parce que tout le monde travaille pour la famille. Ceci, c'est la première étape de notre campagne. Notre campagne va se dérouler en 3 étapes principales. On va avoir une étape où on va faire du training, d'entraînement pour tous les employés qui ont besoin de conduire sur nos sites, vérifier aussi leurs compétences, parce que souvent, on est tous pareils. Quand on conduit sur la route, on oublie des choses avec le temps. Donc, on va s'assurer que tous nos employés sont bien formés pour la conduite de nos véhicules. Selon des chiffres d'Allied Gold Corporation, 42 incidents liés aux véhicules légers ont été enregistrés entre janvier et octobre 2023 dans l'ensemble de ces opérations. Renforcer les capacités des leaders religieux chrétiens évangéliques sur la mission intégrale de l'Église pour un épanouissement heureux, c'est l'objectif du forum organisé ce mercredi ici à Bamako par la jeunesse en mission et ses partenaires. Plus de détails avec Benoko Fofana, Yacouba Kone. À l'école du Seigneur Jésus-Christ, ils sont 120 leaders religieux chrétiens évangéliques, dont 15 femmes du district de Bamako, à bénéficier des notions approfondies sur la mission intégrale de l'Église. Nous avons organisé ce forum sur la mission intégrale afin de revoir ensemble le mandat de l'Église qui est un mandat intégral et qui permet à l'Église d'être une actrice à part entière de la vie de la nation, de tous les citoyens. Alors l'importance de cette thématique est lié au fait que les églises, pour la plupart du temps, ont embrassé la mission sous un angle qui était seulement spirituel. Un des objectifs que nous étions en train de chercher par ce forum-là, c'est de permettre à ce que les participants saisissent la profondeur de l'approche que Jésus a utilisée pour soutenir l'être humain. Ces leaders religieux se disent satisfaits de ce forum qui impactera positivement leur mission. La formation que nous avons reçue, cela nous permet d'aller à l'avant dans la mission intégrale de l'Église. Nous disons merci à Dieu pour l'organisation de ce forum. Il est temps que nous nous réveillons et nous donner la main en tant que vrais frères et sœurs en Christ. Le réveil ne viendra pas quand chacun de nous tient à son drapeau de dénomination. Le réveil viendra quand chacun voit la bannière de Jésus-Christ, l'honneur de Jésus-Christ. Comment faire appliquer pour l'ordre suprême. Ce forum organisé par la jeunesse en mission est financé par Tiers Fond. Il s'inscrit dans le cadre du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique. Une séance de prière a couronné ce forum. Lancement de la première édition du Salon de la relation et de la démoralisation et clients, manifestation des Maliens résidant aux États-Unis suite à la libération de Kidal, la formation des membres de l'EJ dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Ménaka, ce sont entre autres sujets d'actualité rassemblés et commentés ici par Bokari Koulibaly.
La première édition du Salon de la relation, de la dématérialisation et clients se tiendra du 14 au 16 décembre prochain. C'est un cadre qui vise à promouvoir les activités économiques et sociales. Notre objectif à travers cet événement est de mettre en avant l'importance de la relation client et de la sauvegarde des données dans le développement des entreprises et des organisations. La grande opération de nettoyage de Bamako, dénommée Hivernage Tour du mouvement Ambico, vient d'être clôturée avec la remise des prix aux communes qui se sont distinguées dans le travail. C'est la coordination de la commune 5 qui a remporté le premier prix, soit 1 million de francs CFA. Toutes les autres communes ont reçu des enveloppes. Quel qu'en soit le premier et l'autre, tout c'est le mouvement Ambico. Nous sommes vraiment satisfaits car l'objectif n'est pas seulement la compétition. L'objectif, c'est d'éviter l'inondation à Bamako. Hors de nos frontières, ce samedi, le thermomètre affichait 4 degrés à New York. Un froid glacial qui n'a pas empêché l'Association des Maliens Unis des États-Unis de mobiliser ses membres pour un soutien aux autorités de la transition et l'armée malienne suite à la reconquête de Kidal. Et depuis le 14 novembre, on a tous eu la libération de Kidal. Vraiment, ça nous a tous réjouis sur ça. Retour ici au Mali où l'autorité indépendante de gestion des élections a renforcé la capacité des membres de ses coordinations de Tombouctou. C'est là en vue de mener à bien les missions qui leur seront confiées. Le collège de Lège a engagé des actions nécessaires en vue de mettre à la disposition des coordinations d'outils administratifs de référence, d'où la préparation d'un recueil d'actifs pouvant les servir en quelque sorte de bréviaire. Les membres de l'autorité indépendante de gestion des élections de la région de Taoudéni ont également vu leur capacité renforcée sur les recueils d'actes type. Le collège de Lège a engagé les actions nécessaires en vue de mettre à la disposition des coordinations d'outils administratifs de référence. Même exercice dans la région de Ménaka, où 78 membres de l'EJ viennent de bénéficier de la dite formation. Ces documents, nous les avons appelés recueils d'actes types. Ainsi, des types d'actes ont été élaborés à l'usage des coordinateurs de l'EJ. En troisième région, une nouvelle mosquée vient élargir les espaces de culte musulman de Bougoula Amou. La prière inaugurale a eu lieu vendredi dernier en présence du ministre en charge des affaires religieuses. La mosquée dénommée Mosquée de la paix, cela dénote, et cela a tout son sens, ça dénote la maturité sociale, religieuse des musulmans de Sigasso. Donc aujourd'hui, je suis un ministre très comblé de joie. Et enfin, sport foot féminin CAN au Maroc 2024. Les Aigles dames affronteront le Sili national de la Guinée-Conakry demain jeudi pour le dernier tour qualificatif. Le match se jouera au stade du 26 mars à partir de 16h30. Commentaire à Sassoumari. En course pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie Maroc 2024, les Aigles dames du Mali vont affronter le Sili dames de la Guinée-Conakry au dernier tour. Opposée à la Centrafrique au premier tour des éliminatoires de la prochaine CAN des dames, l'équipe nationale féminine du Mali a fait un sans faute dans la double confrontation face aux Centrafricaines. Après une victoire 7-1 à l'aller au Cameroun, l'équipe malienne s'est montrée réaliste au retour avec 3-0. En dominant son adversaire sur l'ensemble des deux rencontres, le Mali se hisse au dernier tour qualificatif sans difficulté. Après la Centrafrique, la Guinée se dresse sur le chemin des Aigles dames. L'équipe guinéenne a éliminé l'île Maurice pour retrouver le Mali dans ce dernier round des qualifications. Mali-Guinée, c'est ce jeudi au stade du 26 mars à partir de 16h30. Et bonne chance aux Aigles dames. C'était l'essentiel de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonsoir.